Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui je vous propose la suite du corrigé de la série du TD numéro 6 qui est réservée à l'étude de la force de Lorentz à travers deux exemples très classiques. Dans la première partie, j'ai traité le problème du cyclotron, comment il fonctionne, et dans cette partie, on va parler de l'effet Hall. Donc l'effet Hall, c'est une application que vous utilisez souvent en TP. Pour mesurer un champ magnétique, on utilise des sondes à effet Hall. Donc on va essayer de voir leur principe de fonctionnement à travers l'exercice numéro 2 de la série numéro 6. Donc voilà l'énoncé. Donc on va y revenir bien sûr au cours de la solution. Donc vous avez une plaque semi-conductrice sous forme d'un parallélépipède qui est placée dans un champ magnétique perpendiculaire à l'une de ces deux surfaces. Et elle est traversée par un courant électrique. Dans cet exercice, on va supposer que les porteurs de charge sont des électrons mobiles. Bien sûr, dans les semi-conducteurs, ça peut être des trous aussi. Bien, donc on va considérer leur densité, c'est petit n. Ensuite, que l'intensité du courant est égale à I. Une fois que le semi-conducteur est placé dans un champ magnétique B, on vous pose les questions suivantes. Première question, exprimez le vecteur vitesse des électrons en fonction de la densité de courant, densité d'électrons et la charge de l'électron. En l'absence, avant d'appliquer le champ magnétique. Donc, quelle est l'expression entre la densité de courant et la densité du porteur de charge? Donc, question que vous avez déjà vue en électrocinétique. Lorsqu'on applique un champ magnétique, on vous demande de montrer qu'on va passer par un régime transitoire. Dans ce régime transitoire, les électrons vont être déviés par la force de Lorentz et par conséquent, il va y apparaître des charges positives et des charges négatives sur deux des surfaces de ce parallélépipède. Donc ces charges positives et négatives vont créer un champ électrique et par conséquent, l'électron va être soumis en plus de la force magnétique à la force électrostatique. Et on va montrer que les deux forces sont opposées. Autrement dit, à partir d'un certain moment, le module de ces deux forces vont être égaux et on va arriver à ce qu'on va appeler le régime permanent. Et dans ce régime permanent, la densité de courant va rester suivant l'axe des X. Il ne va plus être dévié. Et si on se place dans le régime permanent, on vous dit exprimer les composantes de ce champ électrique qui apparaît, qu'on va appeler champ de Hall. Ensuite, on va mesurer la différence de potentiel liée à la circulation de ce champ électrique et on va montrer qu'il est donné par cette expression-là. Une constante fois le courant fois le champ magnétique divisé par la hauteur de ce cube. D'accord? Ensuite, on va faire une petite application numérique pour calculer la valeur de cette tension de Hall. Vous voyez bien que H il est fixe par la géométrie de cube. Le courant, c'est nous qui impose le courant qui circule dans le semi-conducteur. Et donc la mesure de la tension de Hall va nous donner directement la valeur du champ magnétique. Et c'est exactement le principe de fonctionnement d'un teslamètre. Enfin, on va voir pourquoi on utilise un semi-conducteur et non pas un conducteur. Et là, on va essayer de répondre tout à la fin de la question. Bien. Donc voilà le schéma. Donc vous avez un semi-conducteur de hauteur H, de côté petit b, et qui est traversé par un courant électrique I. D'accord? Petit b, c'est cette distance-là. Donc pour le moment, on ne va pas appliquer de champ magnétique, c'est juste un semi-conducteur qui est traversé par un courant électrique. Quelle est la relation entre la densité de courant et la densité des porteurs de charge? Donc on a vu en électrocinétique que J, c'est la densité des porteurs de charge, multiplié par la vitesse des porteurs de charge, qui est dans notre cas, qu'on a supposé que ce sont des électrons. Donc ρ, c'est la densité des électrons fois la charge d'un électron. Donc si V est la vitesse d'un électron, vous voyez bien que J il est opposé à V. Donc chez la densité du courant, le vecteur densité du courant, il est dans le même sens que le courant électrique. Bien. Maintenant, lorsqu'on va appliquer un champ magnétique, d'accord, on va appliquer un champ magnétique par exemple dans cette direction, on va voir que suite à la force de Lorentz,
ce faisceau d'électrons va être dévié dans une phase transitoire. Et on verra dans quel sens il va être dévié. Il suffit d'appliquer la force de Lorentz. Donc après l'application du champ magnétique, donc voilà, on a dit la vitesse il est dans ce sens, donc mais puisque la charge de l'électron est négative, donc Q fois V il est dans ce sens. Si j'applique un champ magnétique perpendiculairement dans cette direction au cube, vous faites QV vectoriel B, va vous donner une force de Lorentz qui est déviée, dirigée vers le bas. Donc le faisceau d'électrons vont être soumis à une force qui va attirer les électrons vers la face d'en bas, cette face-là. J'appelle la face 1 par exemple. Donc vous allez avoir accumulation de charges négatives sur la face 1. Or le semi-conducteur au départ il est neutre, donc il doit rester neutre tout le temps. S'il y a accumulation d'électrons d'un côté, ça veut dire qu'il y a une région qui va apparaître pauvre en électrons, la face opposée. Et qui dit une région pauvre en électrons, ça veut dire tout simplement des charges positives fixes, c'est-à-dire des cations qui ont perdu leurs électrons, qui sont déviés dans l'autre sens. Donc il apparaît donc par conséquent un excès de charge positive sur l'autre surface. Donc au fur et à mesure que les électrons sont déviés, le nombre d'électrons ici va augmenter et par conséquent le nombre de charges positives va augmenter sur l'autre surface. Or, qui dit charge positive, charge négative, donc dit apparition d'un champ électrique. Le champ électrique, il est toujours dirigé de la charge positive vers la charge négative. Donc le champ électrique, lui, va être dans ce sens-là. Et puisque c'est un électron, la force électrique, c'est moins E fois le champ électrique. Donc la force, il y aura apparition d'une force électrostatique cette fois-ci. Donc ça, c'est la force de Lorentz. Et donc, suite à l'apparition de ces charges positives et négatives sur les deux surfaces, il va apparaître dans le semi-conducteur un champ électrostatique. Ce champ électrostatique va agir sur les charges qui sont des électrons et va exercer une force qui est moins E fois le champ électrique. Donc une force qui est opposée. Et au fur et à mesure que les charges négatives vont augmenter ici et les charges positives vont augmenter ici, le module de cette charge va augmenter. Donc, il va arriver à un certain moment où le module de cette charge, de cette force, est exactement égal au module de la force de Lorentz. Et par conséquent, les électrons ne seront plus soumis à aucune force. La somme des forces est nulle. Et donc, les électrons ne seront plus déviés et on va arriver à ce qu'on va appeler le régime permanent. Bien. Et dans le régime permanent, vous allez avoir une densité de charge positive fixe ici, une densité de charge négative, donc une différence de tension qu'on va appeler la tension de Hall et qu'on va essayer de calculer à travers cet exercice. Donc voilà le champ électrique. Maintenant, j'ai raisonné ici en supposant que les porteurs de charge sont des électrons. Mais il se peut que les porteurs de charge soient des charges positives. Donc si les porteurs de charge sont des charges positives, Q et V vont être dans le même sens que le porteur de charge. Là, cette fois-ci, c'est une charge positive. Et les charges positives se déplacent dans le sens du courant électrique. Donc la force de Lorentz va être toujours dans le même sens. Par contre, une charge positive, d'accord, une charge positive, donc l'apparition cette fois-ci, donc puisqu'on a dit les charges positives, la force de Lorentz est dans ce sens-là, donc cette fois-ci c'est cette surface qui va être chargée positivement, d'accord, et par conséquent les charges négatives vont apparaître sur la face opposée, et donc le champ électrique dans ce cas-là il va être dirigé vers le haut et non plus vers le bas, d'accord, et puisque la charge elle est positive, la force de Lorentz va être plus Q fois E. Le champ électrique qui dirige de la charge positive vers la charge négative, bien sûr. D'accord? Voilà. Bien, donc comme la charge elle est positive, donc cette fois-ci, la force de Lorentz va la tirer vers le bas, le champ électrique va tendre à la, bien sûr, déplacer vers le haut. Et donc, si le module de ces deux forces sont égaux, comme tout à l'heure, bien sûr, on va atteindre ce qu'on appelle le régime permanent. Donc vous voyez bien que le sens de la tension de Hall va changer suivant
s'il s'agit des porteurs de charge positif ou de charge négative. Bien, revenons au cas. Donc voilà ce qui passe en régime permanent. Donc au régime permanent, le courant va se déplacer cette fois-ci de façon rectiligne, puisque la somme des forces, Lorentz plus la force électrostatique, se compensent, et donc vous allez avoir un courant qui sera plus dévié, avec une apparition ici d'une différence de potentiel qu'on appelle la tension de Hall. Voilà le régime permanent. Donc les modules de deux forces sont égales. Les deux forces vont avoir le même module, d'accord? Donc il n'y aura plus de force, bien sûr, la somme des forces est égale à 0. Et donc apparition de charge positive et de charge négative, donc une différence de potentiel qu'on appelle la tension de Hall, qu'on va essayer de calculer. Bien, maintenant on se place en régime permanent. On vous dit après que les charges soient accumulées, le vecteur densité de courant est forcément parallèle à OX. C'est ce qu'on a expliqué. La raison, c'est que la compensation des deux forces. On déduire que ces charges font apparaître un champ électrique dit de Hall. Donc voilà, vous allez avoir ici des charges positives et des charges négatives. Donc vous allez avoir apparition d'un champ de Hall que je représente ici par une flèche jaune. Et qu'on va essayer de calculer. Donc, engendre un champ de Hall qui est donné par donc la force. Pour calculer le champ de Hall, il suffit d'appliquer le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces égale à 0. Donc vous avez d'une part la force électrostatique qui est moins E fois le champ de Hall, et vous avez la force de Lorentz qui est QV vectoriel B. Donc si je fais la somme QV vectoriel B moins E fois EH égale à 0, on va trouver tout simplement le champ de Hall est égal à moins V vectoriel B. Ou encore, je remplace J par sa valeur, qui est ρ, ou bien moins NE fois V. Donc V est égal à moins 1 sur NE fois J. Je trouve le champ de Hall qui est égal à J vectoriel B sur N fois 1. Donc voilà, les signes moins vont disparaître. Il va rester J vectoriel B sur N fois 1. Donc voilà le champ de Hall qui va apparaître entre les deux surfaces, cette surface-là et cette surface-là, c'est-à-dire le champ qui va apparaître à l'intérieur tout simplement du semi-conducteur. Maintenant, on va exprimer les composantes de ce champ de Hall. Sa composante suivant X, sa composante suivant Y et sa composante suivant Z. Vous voyez bien que le champ de Hall est suivant Y. Donc on doit avoir uniquement une composante suivant l'axe des Y. Mais ça va sortir par le calcul lui-même. Donc J, on a dit, il est suivant EX. D'accord? Densité de courant, elle est dirigée suivant le courant, l'axe ici. Donc le courant, il est dans ce sens-là. Donc il est suivant EX. B, lui, il est suivant OZ. Donc on a appliqué un champ, voilà, vous voyez ici, suivant l'axe OZ. EX vectoriel EZ, c'est moins EY. Et on retrouve effectivement que le champ électrique, il est suivant EY, il est opposé à l'axe EY. Donc les composantes du champ EY, c'est 0, moins J fois B sur NE, sur NE, et 0 sur l'axe EZ. Maintenant, on va déterminer la tension de Hall qui apparaît entre ces deux surfaces. Bien sûr, si vous connaissez le champ, la tension, c'est tout simplement la différence de potentiel. Il est lié à la circulation du champ électrique. Donc, on va calculer la circulation du champ électrique. La tension de Hall, c'est ça, la tension borne positive. Donc, c'est ça la tension la plus élevée. Et cette surface-là, la tension le moins élevée. Donc, on va calculer V de N moins V de M. D'accord? V de N moins V de M, par définition, c'est la circulation entre M et N. Entre M et N, je vais calculer la circulation suivant ce chemin-là. D'accord? Donc, un D de L, vous voyez bien qu'il est opposé au champ électrique. Donc, soit la tension de Hall est égale, D de V par définition, c'est moins E D de L. Et si j'enlève les vecteurs, vous voyez bien que D de L, elle est opposée au champ électrique. Donc vous allez voir, le moins avec le moins va disparaître et il nous restera la circulation entre M et N du champ de Hall fois D de L. Bon, le module du champ de Hall, il est constant. Et donc on va trouver E fois cette longueur-là, qui est petit b. Donc en remplaçant le champ de Hall par son module, J fois B sur N fois E, on trouve la tension de Hall, J fois B sur NE fois petit b. Bien,
Maintenant, on nous demande de l'écrire sous cette forme. Bon, là, c'est juste une réécriture de l'expression de tout à l'heure. Puisqu'il faut faire apparaître I, donc on doit exprimer la densité de courant J en fonction du courant électrique. Là aussi, c'est un résultat d'électrocinétique. Le courant, c'est le flux de la densité de courant à travers la surface qui est traversée par le courant. Donc, c'est cette surface-là. Donc, je calcule le flux de J à travers cette surface-là. Donc, J, voilà D de S de cette surface. Donc, elle est parallèle, bien sûr, à J. Et comme J est constant, donc le flux de J de S, c'est J fois S. Donc, cette surface, vous voyez bien, c'est H fois petit b. Je remplace J maintenant dans cette expression-là et on retrouve bien que I fois B sur NE fois H, donc NE fois IB. Donc je remplace tout simplement 1 sur NE, je la pose égale à la constante CH. Donc ici, CH fois, donc il n'y a plus de NE, c'est... Attention, une erreur ici. Là, si je remplace 1 sur NE par CH, donc il n'y a plus de NE ici, c'est plutôt, il va rester uniquement H. Il va rester uniquement H. Donc c'est bien l'expression qu'on a ici, CH sur H fois IB. Avec CH, c'est 1 sur la densité d'électrons fois la charge de l'électron. Et on voit bien que cette tension de Hall, elle est directement proportionnelle à B. Donc ça, on peut le calculer. C'est une constante pour un semi-conducteur donné, c'est une constante bien connu, parce qu'on connaît la dimension de notre semi-conducteur qu'on utilise dans la sonde de Hall. On connaît la densité d'électrons pour un semi-conducteur donné. Donc tout ça, c'est une constante. Le courant, c'est nous qui le fixe. Donc la mesure du courant électrique, ou de la tension induite, tension de Hall, permet directement de nous donner la valeur du champ magnétique. Et c'est exactement le principe de mesure de champ magnétique par la sonde de Hall. On va faire une petite application numérique. Pour le semi-conducteur d'indium antimoniure, INSB, donc on va donner la densité 1 sur CH fois E. Dans un, si, bien sûr avec les applications numériques qui sont dans l'énoncé, vous allez trouver un champ de 0,7 Tesla à peu près, ou bien 704 millitesla. Bien, dernière question, pourquoi on utilise un semi-conducteur et non pas un conducteur? Je vous laisse réfléchir, vous pouvez bloquer la vidéo et penser un petit moment pour répondre à la question. Donc, pour avoir une idée, vous regardez juste l'expression de la tension de Hall. Donc, il est comment? Il est proportionnel à CH. H, c'est une constante. Bon, I, c'est fixé. Donc, il faut regarder cette constante CH. Si j'utilise un conducteur, bien sûr, la densité d'électrons dans un conducteur, elle est beaucoup plus grande que la densité d'électrons dans un semi-conducteur. Donc, si N est très grand, je vais avoir une constante CH très faible et par contre, une tension de Hall très faible. Donc, l'erreur va être plus grande. Donc, pour avoir une tension de Hall mesurable, de valeur importante, il faut utiliser un semi-conducteur où la densité d'électrons elle est beaucoup plus faible que celle dans un conducteur. Donc voilà pour cette série numéro 6. À bientôt pour la série numéro 7 qui va être consacrée à la mesure de champ magnétique par la méthode de la loi de Biot-Savart en utilisant bien sûr les symétries, les invariances et les différentes techniques de calcul de champ magnétique. Donc voilà, à bientôt. Toujours, vos remarques, vos suggestions sont les bienvenues dans les commentaires. Bon courage et à plus.